et bienvenue à ce 5e épisode de Tricot Nomade. Déjà le 5e épisode. Le temps passe vite. C'était pendant le confinement que j'ai eu la très originale idée de partir un podcast. Tu sais. Mais non, plus sérieusement, très contente d'être de retour avec vous. J'avais bien hâte de tourner ce podcast. Une des raisons pour lesquelles j'aime podcaster, c'est qu'il y a un manque dans ma vie par rapport au fait que je connais pas vraiment de gens dans mon entourage qui tricotent. Donc, en parler avec vous, c'est juste du bonheur. Donc, formule habituelle, on va parler des projets finis, des achats, projets en cours, ce qui est rare avec moi, mais là, j'ai un projet en cours, donc c'est ça. Et je vais garder pour la fin, en fait, la petite réflexion que j'avais lancée. J'avais envie de connaître vos opinions par rapport à l'impression que j'avais ou qu'il y avait beaucoup de jugements par rapport aux tricoteuses qui tricotent la laine de teinturier versus ceux et celles qui tricotent de la laine plus commerciale, acrylique et compagnie plus commerciale. Donc, vous avez été plusieurs à participer. Merci. Ça m'a permis de jaser avec beaucoup d'entre vous. On a eu des bien belles discussions, mais je vais partager vos réflexions à la fin du podcast. J'ai fait un peu un mash-up là, des réponses que j'avais obtenues, donc on pourra voir ça à la fin du podcast. Pour le moment, on est là pour le plus intéressant en tant qu'à moi, c'est-à-dire les projets terminés. Juste vous dire d'avance, désolé, il y a beaucoup trop de chaussettes. Je pense que je devrais mettre un warning pour cette vidéo. Attention, danger, beaucoup trop de chaussettes à présenter. Et des tucs. Donc aujourd'hui, ça va être chaussettes et tucs et un projet fini que je porte en ce moment qui est un pull, mais je vais le présenter en dernier. Donc pour commencer, on niaise pas. Je vais commencer en vous présentant, là, je me suis fait des petites notes là, parce que j'ai quand même 8 projets à présenter. C'est pas mal la même, vu que c'est des chaussettes, c'est tous, je vous le dis tout de suite, c'est tous des cuff down. Il n'y a pas de toe up, tous des cuff down. Donc si je devais le répéter à chaque fois que je vous présente une chaussette, je pense que vous allez le remarquer en titi. Donc je vais commencer avec un test que j'ai fait. Un test tricot que j'ai fait pour la talentueuse Geneviève Dugon du podcast Les Brebis Égarées. Si vous n'avez pas encore regardé, je vous invite à aller voir leur chaîne YouTube. Vraiment un super beau podcast. Donc, je vais vous parler, c'est les Salomé Socks de Geneviève Dugon. Une magnifique chaussette avec de la dentelle tout le long, jusqu'au bout du pied, puis on a un peu de jersey là, pour les orteils. On commence par les côtes. Ce sont des côtes 1 puis 2. Dans le fond, c'est un mélange des deux, ce qui est très original. Ça brise un peu le côté traditionnel là, des côtes 2-2 ou des côtes torse aussi, même si les côtes torse, c'est, tant qu'à moi, déjà un peu moins traditionnel, mais c'est pas des côtes 2-2 tout le long. Donc, c'est ça qui est original, tant qu'à moi. On a aussi un magnifique petit détail au niveau du gousset qui est dans le fond du point mousse tout le long de la bande et de l'autre bord aussi. Ça ajoute vraiment un petit détail, c'est un petit détail, mais qui a son impact par le fait que c'est original. Donc des fois, on n'a pas besoin de faire bien compliqué pour juste sortir du lot. Et faut se dire que mais c'est magnifique, là, comme dentelle, là. C'est insane. Vraiment, j'ai adoré les tricoter. Je vais peut-être m'approcher un petit peu pour m'assurer qu'on voit super bien ce beau travail. Donc là, en ce moment, on est à la fin de la journée. Il est comme presque 4 heures. Donc c'est sûr que le soleil est un petit peu moins présent. On est plus dans le brumeux. Donc j'espère que ça va sortir aussi bien. Mais en fait, je me pose la question, mais c'est clair que ça sort pas aussi bien qu'en vrai. Moi, j'ai utilisé la magnifique
laine de beaux fibres dans sa base Suka. C'est sa base de chaussettes en fait. Et c'est la couleur Eleanor que j'ai choisie. Vraiment, je suis tombée en amour avec cette laine. J'ai envie de me faire un chandail, il me semble, de même. Ah, juste avec cette couleur-là, ça serait super beau. J'ai encore de la laine là, non utilisée en ce moment, quantité chandail, donc j'attends de passer un peu ce que j'ai dans mon stash avant de continuer à juste racheter puis de finalement jamais les utiliser. Donc, c'est ça. Aussi, j'ai pas eu. C'est un test, fait que je dirais que c'est. En fait, c'est hyper bien écrit. C'est vraiment facile à suivre. Il y a plusieurs grandeurs de disponibles. Donc, moi, j'ai fait la taille 60 et j'ai fait une longue jambe. Mais il y avait des testeuses, je ne sais plus combien de testeuses, mais il y a des gens qui ont fait seulement une seule répétition du bas et c'est magnifique. Ça me donne quasiment envie de m'en faire une plus courte. Mais la raison pour laquelle moi j'aime ça, la jambe longue, c'est que j'aime rouler mes pantalons, mes skinny ou mes pantalons, puis qu'on voit dans le fond mes bas. Que ce soit des bas colorés que j'avais déjà, que j'ai acheté, genre, imprimés, qu'on achète au magasin, puis que je trouve beau, ou des bas de laine là, que je veux mettre en valeur, bien évidemment. Là. Si on est pour tricoter des bas, on veut les show off un peu beaucoup, mettons. Donc, c'est mon cas. C'est un patron qui va sortir, je crois, cet automne, si je me trompe pas. Je suis vraiment pas bonne, moi, pour ce genre de... pour me souvenir de ça. Mais ils sont bloqués. C'est des bas que j'ai rajoutés à ma boîte à bas. Vraiment, mais j'ai triché un peu. J'ai porté une paire. Deux paires, peut-être. Donc, c'est ça. Fait que les Salomé Sock de Geneviève Dugon. Un modèle hyper le fun à faire. Dentelle pas nécessairement intuitive, mais une fois qu'on comprend le pattern, ça se fait assez bien. C'est pas compliqué à suivre. Donc, c'est ça pour les bas de Genièvre. Ensuite, encore des bas. Non, c'est-tu des bas? Oh, je vais peut-être alterner avec des trucs comme ça fera pas trop bloc à bas. Le prochain projet que je vous montre, c'est un de mes designs. En fait, j'ai fait une collaboration avec la Bobineuse pour les boîtes festives qui sont en prévente en ce moment pour le temps des fêtes. Donc, il y a deux choix de patrons. Vous avez mon patron à moi qui est la tuque Highlander ou la Highlander Hat, qui est dans le fond une tuque hyper simple à faire. C'est un peu le but du projet, dans le fond. Des projets simples, rapides, puis c'est avec la laine bulky, donc ça se fait hyper rapidement, on s'entend. C'est de la 100% laine, de la 100% Merino Superwash. Moi, j'ai opté pour un bon 20 cm, si je me trompe pas, de côte torse. Et je continue la tuque avec du jersey en alternant des couleurs parce que vous avez 3 choix de couleurs qui sont des kits dans le fond de laine. Et dans la boîte, vous avez le patron avec la laine nécessaire, la quantité de laine nécessaire pour faire le projet. Et aussi, il y a l'option ou non d'avoir un sac à projet avec la boîte. Ça, c'est à votre discrétion. Moi, j'ai décidé de prendre mes restants de laine pour faire un pompon. Ça peut être une bonne alternative là, quand on nous reste un petit peu de laine, mais qu'on ne peut pas faire grand-chose avec. Surtout de la bulky. Donc, souvent, c'est des tuques, des foulards. Moi, j'avais fait beaucoup de choux pour ma boutique Etsy avec beaucoup de restants de bulky. Donc, ça peut être une façon de reprendre ce qui reste. Donc, c'est ça. Fait qu'une tuque toute simple. Qu'est-ce qui m'a inspiré le nom? C'est surtout l'idée, les couleurs en fait. Moi j'ai pris, c'est le kit vert sapin. Et ce qui m'a inspiré, c'est vraiment les gens, les warriors qui s'en vont l'hiver dans la montagne, là, puis que il fait froid avec leurs grosses tuques, leurs grosses bottes, foulard, mitaines, tu sais, puis qui montent ça, puis t'es comme, ok, moi j'ai pas, montagne, j'aime ça en monter, mais l'été ou le printemps, l'automne aussi, mais pas l'hiver.
Donc, c'est ça qui m'a inspiré ça. Je trouvais que ça faisait comme type glacier, puis les couleurs m'inspiraient beaucoup. Donc, c'est ça, ça va être en pré-vente jusqu'au 30 septembre. Il y a aussi le design que vous pouvez choisir, c'est soit le mien ou celui de Laetitia slash Balis, qui elle a fait un turban qui s'appelle Bam Bam. Ban Ban? Ouais, Ban Ban. Donc, vous pourrez choisir là, entre ces deux magnifiques designs. Donc, c'était ça pour Mathieu Island 2. C'est tricoté avec du 8 mm. Donc, comme quand la bulky, tu sais, ça, une fois que j'avais le design en tête, puis mon idée, ça m'a pris bon 2 heures et demie. Tu sais, en écoutant des documentaires intéressants. Des fois, il faut que j'arrête de tricoter puis que j'écoute parce que je suis comme flabbergastée. Surtout quand j'écoute des documentaires par rapport à des champs un peu plus sociétal, historique, à chaque fois, je suis comme ah, mais c'est ça. Faut que je fasse pause des fois. Donc, c'était ça pour Mathieu Highlander. Ensuite, je vais vous présenter une autre paire de bas. Je vais y aller avec le dernier podcast, en fait. Je vous ai présenté la laine Urso couleur B de Paul TB. Que j'ai décidé d'acheter après avoir acheté le patron. Parce qu'il y avait eu comme la journée, dans le fond, du release du patron, de la sortie du patron. Paul et Marie-Pierre donnaient en fait 50% sur le patron à l'achat d'une laine Urso petite face bleue. Moi, j'étais allée voir. J'avais déjà acheté le patron de Marie-Pierre avant même de penser que j'allais acheter chez Urso parce que j'avais tout ce qu'il me fallait. Finalement, j'étais à la job en dîner, puis là, il était comme 12h20, puis ça sortait à midi, je pense, son shop update pour ça sur Etsy. Puis je me suis dit, oh, je vais aller voir, tu sais, j'avais fini de manger, puis tout. Là, je m'en vais voir, puis je suis tombée en amour avec les deux couleurs que j'ai achetées. Donc, j'ai décidé, bon, mais pourquoi pas? Finalement, quand on m'a envoyé le rabais pour le patron, j'ai répondu à Paul que j'avais déjà le patron, puis elle m'a proposé, dans le fond, de juste enlever de me donner, dans le fond, le pourcentage, dans le fond, que j'avais payé, puis que j'avais un rabais. Donc, j'étais comme, ah, ben, c'est gentil, tu sais, 3$, quand même 3$. Donc, c'est ça. Fait que j'ai fait les chaussettes Françoise. Chaussettes magnifiques. J'aime vraiment le fit. J'aime le motif hyper simple, mais qui a tout son charme. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça prend pas grand chose pour être super beau. Mais c'est vraiment simple et beau. Puis comme vous pouvez voir, ben c'est ceux-là que j'ai portés. Ils sont comme un peu feutrés. Et sérieusement, c'est la laine de Urso que j'ai petite face bleue, c'est du 80% BFL et du 20% nylon. C'est la première fois que je travaillais avec du BFL, puis j'ai vraiment adoré. Surtout pour les chaussettes, je les ai utilisées, fait ils ont vraiment comme épaissi. Peut-être qu'ils étaient déjà épais, mais en tout cas, quand je les ai portés, je les ai enlevés, puis je suis comme, oh my god, ça n'a pas épaissi, là, mais il y a comme un tonus de plus, on dirait. Là, mais fait que j'ai vraiment adoré. Je comprends maintenant les gens pourquoi ils sont en amour avec le BFL. J'adore, sérieusement, j'ai rien à dire là-dessus. Donc, c'est un cuff down aussi. Vous avez des côtes, ici, une petite rangée de côtes. On commence avec la charte de motifs qui est très simple, très répétitif, donc ça se fait tout seul. Et il y a aussi au niveau du talon, je pense pas qu'on va peut-être pouvoir le voir, mais Marie-Pierre, comme mentionné dans son post, elle a modifié un peu son talon pour que les côtes se continuent, puis que ça casse pas comme le principe même du motif, dans le fond. Comme là, on peut voir, j'ai vraiment... je les ai portés, là. Donc, c'est ça. Fait qu'un super beau modèle, c'est son deuxième patron à Marie-Pierre, puis... Ouais, deuxième. Donc, vraiment pas déçue. J'avais déjà fait mes deuxièmes chaussettes que j'ai faites à vie, c'était ses Lucille, ses chaussettes Lucille. Donc, pas déçue. Je les adore, sont super belles. Et si vous ne les avez pas faites,
Je vous les conseille. Prochain projet que je vais vous parler d'un autre... en fait, je vais vous parler d'un autre test que j'ai fait, qui est la Shorty Hat, si je me trompe pas, c'est ça? Oui, Shorty Hat de Atelier Cliche. Une petite tuque bien simple avec des côtes tout le long. On fait des diminutions pour shaper la tuque en fait. Et les côtes se continuent dépendamment de où vous êtes rendu. Vous devez un peu suivre, pas très compliqué, suivre l'alternance de vos mailles. Et c'est un petit. Ça, c'était pour un test dans le fond que j'ai fait. C'est le patron va sortir au mois d'octobre aussi, je pense. Donc, si je me trompe pas. Donc, c'est la première petite tuque que je me fais. Ben, que je tricote pour moi. Ça va être bien pratique, je crois, là, pour tu sais, des petites journées. Des fois, c'est juste pour le style. Ben, ça couvre pas de temps les oreilles, c'est pour le style. Toi, tu rentres tes cheveux comme ça. Je suis rentrée ça de même. En tout cas, j'ai peut-être l'air ridicule, là, je me vois pas, là, mais moi, je me dis que ça fonctionne. Donc, vraiment un beau petit projet à faire de JP d'Atelier Cliche. Moi, je l'ai tricoté avec une laine 80% mérino puis 20% nylon. C'est une laine que j'ai teinte, que j'avais pas utilisée, que j'avais bobiné puis tout. Je pense que je voulais faire des bas. Ah oui, c'était au départ pour faire un design de bas. C'était avant que j'aie l'idée de mon design de bas des bachelières. Donc, mais finalement, c'était pas concluant, là. Fait que j'ai laissé la laine là, puis je me suis dit, bon, ben, quand que j'ai vu que JP cherchait des gens pour tester, ben, je me suis dit, bon, je vais l'utiliser, tu sais, ça va être quand même cute avec ça. C'est pas... je porte pas tant de trucs aussi... Ben, pas flash, là, mais comme pâle, mais je trouve ça vraiment beau. Je la trouve vraiment cute, puis c'est un petit projet bien, bien simple à faire, là. Entre deux projets, si vous êtes tanné, partez ça, puis ça va être super. Donc, c'est ça pour la tuque Shorty. C'est ça, aujourd'hui, là, j'ai beaucoup de projets, mais c'est des petits projets, puis j'ai pas vraiment eu de soucis ou quoi que ce soit parce que je faisais souvent pour des tests, donc j'étais là pour corriger ou si j'avais des questions par rapport à ce que le designer avait en tête. Donc, c'est sûr que pour les embûches, ça a été quand même bien à ce niveau. Donc, parce que sérieusement, moi, j'ai pas peur de dire si j'ai fait des erreurs, combien de fois j'ai recommencé, puis même des réflexions où je me trouvais conne, littéralement. Puis je pense que je vais y aller avec une paire de bas où je me suis vraiment trouvée conne à ce moment-là. Le dernier podcast, je vous ai parlé que j'avais fini mes Midnight Dancer, mais que je voulais vous les présenter au prochain podcast parce que j'avais déjà énormément de projets à vous présenter. Puis là, ça aurait duré 3 heures. Fait personnellement, moi, ça me dérange pas que ça dure 3 heures, mais c'est plus des fois que les difficultés, la technologie et tout. Fait que c'est autre chose. Fait que c'est ça, fait que j'ai fait mes Midnight Socks. Mais pas Midnight. Pourquoi j'ai ça dans la tête? Midnight Dancer Socks. C'est fait par Sari Northland. Pourquoi Sorry? Sari Northland. Hey, j'ai de la misère aujourd'hui. C'est parce que je reviens d'une journée complète d'école. Fait que on dirait. Ben, de ma chambre, en fait, à distance. Donc, c'est pour ça qu'on dirait que c'est difficile la journée. Mais j'avais envie de tourner mon podcast, fait que je le fais. Mais c'est ça, fait que j'ai fait les bas de Sari Northland, les Midnight Dancer Socks. Et en fait, quand je dis que je me suis trouvée conne, c'est que quand j'ai acheté le patron, je l'ai juste ouvert pour regarder, tu sais, un peu voir, là, j'aime bien regarder, voir c'est quoi les grandes lignes et tout du patron. Et première chose que je vois, c'est si au 300 quelques mailles pour ma grandeur. Je pense que j'ai fait la grandeur, comme la plus petite grandeur, c'était 200 ou 300 quelques. Puis je suis comme, hein? C'est pour des piliers de géant, ça? Fait que là, je suis comme, non, ça ne doit pas marcher, il doit y avoir une erreur en quelque part. Mais tu sais, je me suis juste, quand j'ai vu ça, j'ai fait, ok, je laisse ça là pour le moment. Puis quand je suis revenue, puis que c'était le moment où je voulais les faire, ben, j'ai bien catché que c'était pour faire le frison, là. Mais des fois, il y a des journées où on est plus endormi, donc je me suis trouvée conne à ce moment-là, mais là, ils sont faits, puis ils sont bien faits. Donc c'est ça l'important.
Donc, c'est ça. Fait que c'est du gerger tout le long. Pas bien compliqué. C'est sûr que moi, ce que j'ai fait pour le frison, parce que j'aime... Ça m'intéresse pas tant de travailler avec un jeu de 4 aiguilles pour faire des bas. Puis ben là, 300 quelques miles, ça avait de la misère à rentrer là, sur mes mini Chiago. En fait, je l'ai essayé en espérant, mais ça n'a pas été... Je veux dire, tu vois pas... Quand tu fais le caston, puis tu dois t'assurer que ça tourne pas les mailles pour bien fermer ton rond, mais ton tour, ben tu le sais pas, là, il y a trop de mailles, tu peux pas voir s'il y en a une qui a comme dérivé ou c'était trop compliqué, fait que je les ai faites vraiment... J'ai fait sur un long câble, là, un bon 40 cm, je pense. Puis j'ai tricoté mes 2 premiers rangs envers endroit. C'est du point. On tricote en aller-retour. Non, non, c'est pas vrai. Donc, j'ai fait mes 2 premiers rangs comme ça. Puis quand j'ai fait le rang de diminution, après, j'ai transféré sur mes mini-aiguilles. Donc, ça a été mon truc pour faire ça. J'ai choisi de faire un talon double avec le gousset parce que j'aime vraiment le détail que ça donne avec avec l'effet du talon double justement, là, les petits V et tout, j'aime vraiment l'effet que ça donne. Et après ça, on fait du jersey tout le long. Donc c'est vraiment pas un modèle complexe, il n'y a pas de partie difficile à ce patron-là. Il y a 2 choix de talons. Donc un avec je me souviens plus c'est quoi le nom du talon. Mais c'est comme celui que comme il n'y a pas de talon double, c'est juste comme ça. Il n'y a pas de gousset non plus, je pense. Donc, c'est ça. Je suis encore en apprentissage des termes, en fait. Mais c'est correct aussi. Donc, c'est ça pour mon... En fait, non, j'ai même pas dit la laine que j'ai utilisée. J'ai utilisé, comme j'avais mentionné au dernier podcast, je crois, je suis allée faire un tour à un petit marché qu'il y avait eu à Montréal avec Fleurs et Bonbons, Jolene Yarn et Humble Knit. Puis j'ai acheté de la Humble Socks. Et sérieusement, je suis tombée en amour. Et avec cette couleur, puis j'aime vraiment comme le petit dégradé, les petits détails de couleur dedans la laine. Je trouve que ça ajoute quelque chose de vraiment vintage à mon bas, là. Tu sais, il y a de l'air vintage. Il n'y a pas juste de l'air. Dans mon cœur, il est vintage. Mais c'est ça. Puis, dans le fond, c'est une laine qui est 100%... c'est une laine qui est 100%, si je ne me trompe pas, 75% de laine et 25% de nylon. C'est la couleur Second Hand Happiness dans sa base Humble Socks, qui est la base à bas, logiquement. Donc, vraiment, c'était une belle découverte pour moi, Humble Knit. Je la connaissais déjà, mais j'avais jamais eu la chance d'acheter ses produits. Peut-être parce que je manquais les shop updates ou peut-être c'était pas le premier qui me venait en tête pour faire un projet. Mais là, définitivement, j'adore. Je trouve que ces couleurs sont vraiment belles. Puis c'est pas tant saturé, c'est comme pâle mais beau. Je sais pas comment dire, mais je suis sûre que plusieurs vont comprendre ce que je veux dire, mais peut-être pas aussi. Donc, c'est ça pour mes Midnight Dancers. Et l'autre projet que je vais vous présenter, c'est un nouveau design que j'ai fait qui va sortir au mois d'octobre. Je sais pas encore si ça va être au début ou au milieu, mi-octobre, mais c'est sûr que ce sera pas à la fin octobre, en tout cas je l'espère. Mais c'est ma Outlaw Beanie. Donc, un beau petit beanie qui a des motifs ici. Je pense que je vais essayer de vous la montrer de plus proche. J'ai peur que le focus fasse pas. Je filme avec mon cellulaire, donc c'est ça. Donc, c'est un beau petit motif qui se croise ici. Et on a l'autre côté qui vient faire un peu l'effet miroir des lignes croisées. Ça rappelle un peu les styles de torsade ronde, style fer à cheval, je trouve, mais sans être croisés ici. Donc, ensemble, pour être attachés. Donc, je trouvais que c'était super beau. Donc, j'ai décidé, le but un peu avec ce béni, ce projet, c'était vraiment de mettre l'accent
sur le rabat et non pas sur le corps de la tuque, dans le fond. J'en ai fait... Je dois avoir fait une centaine de... peut-être pas une centaine, mais au moins presque... plus qu'une cinquantaine de tuques à cause de ma boutique Etsy. Puis tout le temps, je mettais l'accent sur le corps. Donc, j'ai décidé que là, je faisais le contraire, puis que comme je me sentais hors la loi, d'où le nom Outlaw Béni, qui veut dire hors la loi. Donc, j'ai choisi de faire ça, puis ça, c'est tricoté, c'est en collaboration, en fait, avec la boutique Madeleine, leur laine M Signature, qui sont tricotées par le duo mère-fille Anne et Isabelle, si je ne me trompe pas. Et c'est la couleur que j'ai choisie pour le mohair, c'est la couleur... Je vais regarder mes notes. Moi, puis les noms, hein, c'est deux. J'ai choisi, dans le fond, de faire le mohair. Non, en fait, le fingering, c'est la berger australien de la M Signature de Madeleine. C'est un 70% de bébé alpaga, un 20% de soie et un 10% de cachemire. Donc, c'est assez doux. C'est tricoté avec 2 brins de fingering et 2 brins de mohair, mais ça peut facilement être remplacé par un déqué avec un déqué de mohair ou 2 fingering, puis un suri à la limite aussi. Facilement assez. Pour ce qui est du mohair, la couleur du fingering, c'est la couleur Asarina. Pour ce qui est du mohair, c'est un 72 kg de mohair avec un 28% de soie, puis c'est la couleur pensée dans leur base, dans la base, dans le fond, husky, c'est la base du mohair. Donc, vraiment, c'est une tuque vraiment douce et c'est vraiment la douceur absolue. J'ai une de mes testeuses, en fait, qui l'a fait en blanc-gris, puis je trouvais que le fit était parfait. Il était parfait, puis je pense que si j'avais eu la chance d'avoir du blanc, je l'aurais fait sûrement en blanc. Parce que je trouvais vraiment que ça faisait ressortir la profondeur du motif. Et je trouvais ça juste magnifique, sérieusement. C'est pas un motif, par contre, qu'on peut utiliser sur des laines colorées, autorayantes ou avec des... En tout cas, il faudrait qu'il n'y ait pas beaucoup de speckle à ce niveau-là parce que le motif ne ressortirait pas aussi bien. Ça, c'est clair. Donc, une bonne couleur unie fait bien l'affaire. Donc, c'est vraiment une tuque que je referme. On est habitué d'avoir des tuques, de refermer des tuques avec pas beaucoup de mailles, mais celle-ci, elle se referme avec beaucoup de mailles, même que cette même testeuse-là qui l'a tricoté avec le blanc a surnommé ça un nombril. Donc, je trouvais ça vraiment drôle. Moi, j'avais pas envie d'avoir une tuque hyper haute, j'avais pas envie de commencer mes diminutions plus bas. J'avais vraiment envie, c'est la shape que je voulais de ma tuque. Donc, si vous achetez le patron et que vous trouvez ça bizarre qu'il reste une trentaine de mailles, ça n'est pas bizarre, c'est tout à fait normal. Donc, c'est ça pour ma tuque Outlaw de moi, de tricot nomade. Je suis tellement habituée de dire de quelqu'un d'autre que moi que quand ça arrive que c'est moi, ça a l'air que je m'oublie. Mais là, c'est de tricot nomade ou Sonia, si vous préférez. J'en profite aussi pour vous dire que le code pour un 10% nomade 10 est encore valide. Vous pouvez l'utiliser pour acheter de la laine, des produits d'art sur la boutique de Madeleine directement. Donc, je pourrais le mettre là en sous-titre, en dessous de moi, là. quelque chose dans le genre. On verra au montage au pire. Donc, c'était ça pour ma tuque. J'ai pas d'autres trucs à vous montrer. En tout cas, pas pour là. Le prochain projet que je voulais vous partager, c'est un autre test que j'ai fait pour mon amie Sarah Blo. Ce sont les magnifiques Ficus Socks ou chaussettes Ficus.
je pense pas qu'on va voir bien parce que je vais vous dire tout de suite, le seul défaut, ce patron est magnifique, c'est vraiment original, la ça me fait penser en fait à une colonne vertébrale. Je sais pas pourquoi, mais ça va sortir ça va sortir en octobre. Puis, ben, en octobre, c'est le temps d'Halloween, le 31, le monde sont dans l'esprit d'Halloween, puis tout. Puis je trouvais que ça faisait super concept. Donc, voilà ma réflexion sur tes bas, Sarah. C'est une joke. Mais j'ai utilisé en fait la Tuku Wool Fingering Socks que j'ai acheté chez Purelaine quand j'ai passé commande pour des Notions que j'avais besoin. Donc, c'est sûr, au début, moi, je suis tombée en amour avec la couleur. Je regardais la composition, c'était du 100%, du 100%, du 100% laine, dans le fond. Et je me suis dit, c'est sûr que ça va être plus rude. Ça, je me dis. Mais j'aimais tellement la couleur, je trouvais que ça faisait tellement automne, puis j'adore le orange brûlé. Donc, je l'ai acheté. J'avais acheté 2 balles, parce que c'est des petits écheveaux. Mais quand j'ai commencé à tricoter les côtes, je trouvais que c'était rough ses doigts, là, pour être honnête. Là. Moi, je l'ai tricoté en 2,75 parce que je trouvais que c'était trop. C'était trop. Là. Puis pour mon échantillon, c'était mieux aussi. Donc, c'est ça. Et en fait, la laine, je l'aurais aimé beaucoup plus si je l'avais utilisé sur un des angles de bas qui n'avait pas nécessairement de la dentelle dessus. Parce que je trouve que la dentelle ressort pas aussi bien. C'est magnifique. C'est vraiment beau. Je le regarde de même, je vous le montre pas. C'est un magnifique design de feuilles, d'où le nom ficus, j'imagine. Mais comme on peut voir, si vous regardez le projet de la version de Sarah, de sa version à elle et la mienne, mais c'est sûr que moi, ça paraît moins un peu parce que ma laine est un petit peu plus grosse. Donc, c'est ça. Euh, Puis aussi, il y a un magnifique petit détail. Dans le fond, je vais vous expliquer. On commence, c'est un cuff down, comme j'ai dit que j'allais pas dire, mais que je finis par dire. Cuff down avec des petites côtes ici. On commence le design. Le design est seulement sur le devant de la chaussette. On commence la dentelle, qui est hyper simple. Là. C'est vraiment... c'est presque intuitif, on pourrait dire. Mais quand vous arrivez au talon, il y a un petit détail. C'est dans la façon dont elle fait ses... Bon, elle explique, là, je me souviens plus exactement. De toute façon, ceux qui vont le faire, vous allez comprendre. Mais c'est pas juste c'est pas juste là, des mailles en droit puis qu'on slip. C'est vraiment un petit détail qui est subtil. Mais sur les miens, en fait, ils ont l'air comme plus subtils. Mais en réalité, je suis sûre, il me semble quand j'ai vu la version Sarah, ça paraissait beaucoup plus. Mais encore une fois, c'est la laine. On a aussi une différence au niveau du pied. Ben, pas du pied, mais des orteils. En fait, c'est le petit détail, la technique... ben, sa recette en fait qu'elle fait est un petit peu différente de ceux auxquels on est habitué. Encore une fois, ceux et celles qui vont l'acheter vont pouvoir voir ce qu'il y en est. Mais c'est intéressant, c'est comme ceux et celles qui ont vu son dernier podcast, elle l'a expliqué beaucoup mieux que moi. Là. Mais c'est un peu pour essayer d'éviter les trous et tout, si j'ai bien compris. Donc c'est vraiment bien fait. Et c'est un patron qui est super clair aussi. Donc ça se peut qu'on entende des portes. Désolée, en fait, j'ai dû faire pause parce que ma grande sœur est arrivée en rentrant comme une folle. Donc, j'ai dû faire pause. C'est tout. Je sais plus où j'étais rendue dans tout ça, mais oui, c'est ça. Donc, c'est ça pour les magnifiques Ficus Socks. J'espère que vous allez les apprécier autant que moi je les apprécie, que j'ai aimé les faire, les tester. Donc, c'est ça pour mes ficus. Autre projet.
En fait, il me reste seulement 2 projets à vous montrer. C'est ça que je disais, c'est que j'ai beaucoup de projets, mais beaucoup de petits projets. Puis, je s'entend que des bas, c'est tous des cover down, pas de difficulté. Rendu là, c'est le choix de couleur aussi qui est important. Donc maintenant, je vais vous montrer sûrement les bas que j'aime le moins la couleur. Je les avais déjà en encours le dernier podcast, mais là, ils sont finis. Et je me suis rendu compte finalement, je sais pas ce qui m'a passé par la tête quand j'ai tendu, mais finalement la couleur ne me plaît pas tant. Là, il y a mon chien mon chien qui marche, qui veut se coucher. J'ai peur qu'il fasse tomber le pied, mais non, tout est vivant. Lui aussi. Donc c'est ça, fait que c'est les Milky Chai Socks de Daniel George. J'adore le patron, c'est un magnifique patron avec une magnifique dentelle. Vraiment, c'est juste beau. Par contre, c'est ma couleur. Ma couleur, je trouve que, je sais pas, c'est pas une couleur qui me va tant que ça. Puis des fois, là, c'est comme, quand on les bobine, on voit pas. Mais c'est une fois tricoté, on est comme, peut-être que c'est pas pour moi, ou je sais pas. En tout cas, je les aime quand même, mais c'est celui que j'aime le moins là, dans ma boîte à bas. Vous avez un petit œil de perdrix ici, avec le gousset que j'adore faire, et les magnifiques petites stries là, de maillon vert ici, parce que c'est du jersey tout le long. Et on a des belles côtes 2-2 ici, qui sont plus longues un peu. Moi, j'ai fait 15 cm tout le temps. Hein. C'est presque tout le temps 15 cm que je fais quand je fais des bas. À part, oui, c'est ça, j'ai oublié, pour les ficus, j'ai fait une répétition seulement parce que j'avais mal au doigt, puis j'étais comme, hey, si je dois faire 15 cm, je les aimerais plus, là. Mais en tout cas. Mais ils sont beaux petits, puis ça va faire des beaux bas à mettre pour l'automne. Même chose pour les Milky Chai, qui, même si la couleur me plaît pas, peut-être que je vais les offrir en cadeau aussi, on sait pas. Peut-être. Je pense que ça serait une bonne solution. Je vais les refiler à quelqu'un. Puis je vais m'en refaire une autre avec une couleur que j'aime plus. Ça serait bien. Mais ça, c'est dans le fond, c'est seulement un laine de chaussette, là, 80%, un 80% mérino, puis un 20% nylon. Donc, ça se prend assez bien. Autre projet, je crois que j'ai tout dit, mes projets que j'ai ici, sauf un seul, qui est celui que je porte en ce moment. C'est mon pull Elsie. C'est un test que j'ai fait pour Sarah Bleu. Donc, c'est un magnifique design de chandail. Là, en ce moment, désolé, mon chien se gratte. Il est pas bloqué, je l'ai pas, là. Les manches, je veux tu sais, ils vont se détendre, là, une fois bloqués, mais je voulais pas le bloquer maintenant parce que je voulais avoir le temps de tourner le podcast. Puis là, ben, c'est quand même un chandail ample, c'est sûr que ça allait prendre du temps, puis j'avais hâte de sortir mon podcast. Fait que je me suis dit, je vais le montrer. L'important, c'est qu'on voit le design et tout. Donc, c'est des noples ici. En fond, vous avez le choix de 2 cols, qui est un col montant et un col roulé. Moi, j'ai opté pour le col roulé, mais par contre, j'ai mal pris ma mesure. J'ai pris ma mesure avec le frison, alors que j'aurais dû la prendre en dessous. Ce que je vais faire, c'est que lors du blocage, je vais l'allonger de genre un pouce et demi, juste pour dire. Puis il va plus monter. Mais il va plus rouler, en fait. Parce que je pourrais juste le mettre de même aussi, mais non, le col montant. Donc c'est ça. Puis dans le fond, c'est ça. Fait qu'elle vous laisse le choix de deux cols. Ce qui est encore une fois un point un point que j'aime des designers qui justement offrent deux options pour le design. Et par la suite, c'est fait en yoke, donc on sépare les manches un peu plus bas. Mais vous avez une charte de dentelle à faire qui est très simple aussi. Ça, c'est vraiment... ça se fait tout seul. Sérieusement, là, c'est des noppes avec un motif qui continue sur les côtés ici, juste ici. Vous avez aussi une sorte de petit... comme
un assemblement de plusieurs nappes ici. Je sais pas à quoi ça va ressortir à la caméra, sérieusement, mais c'est comme ça. Moi, j'ai teint moi-même cette laine. Par contre, je suis encore novice en teinture. Je fais des expériences. Et quand j'ai commencé à tricoter le test, j'ai pas pensé tout de suite à alterner mes écheveaux. Donc, jusqu'ici, on a comme une démarcation assez voyante de la différence de mes écheveaux. Mais, actually, je trouve ça assez beau. Je trouve que ça fait comme, je sais pas, ça fait comme un peu plus pâle puis plus foncé. J'ai alterné mes écheveaux là, pour le restant, là, c'est pour ça que ça a l'air moins fou. Mais moi, je trouve que j'aime vraiment le rendu. Je trouve que ça fait comme une petite démarcation, mais les deux couleurs fonctionnent bien ensemble, donc je trouve que ça fait beau. Euh, Vous avez le choix de faire des manches courtes ou des manches bouffantes. Moi, j'adore les manches longues, là, c'est pas un secret, je pense. Donc, j'ai opté pour les manches bouffantes. Et c'est du jersey tout le long. Vous avez des côtes 1-1 à la fin et sur les poignets, dans le fond. Et c'est un tricot, ben, un projet qui se tricote avec un brin de mohair et un brin de fingering. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi une base pour mon fingering de 70% Merino Superwash puis de 20% cachemire avec un 10% de nylon que j'ai teint en brun plus foncé, qui est ben, caramel, mais une teinte, mettons un petit caramel brûlé. Genre. Et pour mon mohair, ben, j'ai pris un 72% de kill mohair et avec 28% de soie. Puis ça j'ai fait une couleur plus caramel, dans le fond. Donc c'est pour ça que j'aime bien l'appeler mon pull Elsie caramel. Donc vraiment, j'ai adoré le faire. Je trouve que la force de ce patron-là, c'est... puis qui fait qu'il se démarque, c'est vraiment, vraiment encore une fois, c'est le col. Au début, j'étais pas trop sûre. J'étais comme, ah, est-ce que ça va-tu me faire bien, un col frison? Finalement, je trouve que ça me... Je suis capable de l'assumer. Genre, je l'assume. Mais j'ai bien hâte qu'il soit bloqué, puis tout beau, tout propre et aux bonnes dimensions pour pouvoir le porter. Moi, je l'ai fait un peu plus court au niveau de la longueur parce que je trouvais... j'ai fait 29 cm, puis je pense que c'était comme 31, quelque chose dans le genre de centimètres. Puis j'étais comme à un moment donné, j'ai dit ça va être bien trop long. Fait que c'est pour ça que j'ai arrêté un peu avant, puis je l'avais essayé, puis c'était déjà assez long. Donc c'est la grandeur parfaite. Là, vous le verrez pas sûrement parce que on me verra pas le bas du corps, là, mais je mettrai une photo, vous allez comprendre ce que je veux dire. Donc vraiment un beau projet à faire, je vous le recommande, puis il est le fun. Puis surtout, ben, le mohair, hein, c'est doux. Les projets de mohair, on aime ça. En tout cas, pour ceux et celles qui aiment ça. Mais il y a des gens peut-être qui aiment pas le porter, mais qui aiment le tricoter puis qui vont l'offrir à quelqu'un d'autre. Ça aussi, c'est nice. Maintenant, je vais vous parler de mon seul en cours. Vous le savez, je suis pas quelqu'un de en cours. Je suis plus monoprojet, donc c'est pour ça que souvent quand je tourne les podcasts, j'ai fini mon monoprojet, donc j'embarque, je fais le podcast et tout. Mais là, je vous dirais que depuis le dernier podcast, j'ai été pas mal multi-projet, mais c'est pas quelque chose que j'aime nécessairement. C'est juste que je m'étais embarquée dans beaucoup de tests en même temps, puis je voulais avoir fini mes tests avant vraiment d'être dans le bain de ma dernière année de bac, parce que j'ai un projet, dont un projet qui va durer 1 an. Fait que c'est pour ça que je sais que ça va être demandant. Fait qu'il faut que... j'avais envie d'avoir fini ça avant de peut-être m'embarquer dans un autre projet. Donc c'est ça. Puis de pas me sentir... Parce que des fois, quand j'ai trop de projets, je me sens genre... Je me sens comme si j'étais en production, mais c'est pas ça, tu sais. Donc c'est pour ça. Mais... donc l'encours que je fais, c'est pas vraiment une surprise. Je pense pas m'étaler tant dessus. Mais je vous avais parlé que je voulais faire un autre magnifique truc de Atelier Cliche de JP, qui est le bois de Coulonges hat, la tuque bois de Coulonges. Et celle-là que je vais faire, ben, c'est pour mon chum. Donc une petite grise, bien extensible.
moi, comme j'ai fait la même façon que je l'ai faite pour la mienne, c'est-à-dire que j'ai pris 2 brins de fingering avec un brin de cerise. C'est hyper doux, c'est fou. Pour ce que j'ai choisi comme couleur, en fait, j'ai choisi pour mon encours, j'ai choisi, je l'ai-tu écrit? Ouais, je l'ai marqué. Pour mon fingering, ben j'ai opté moi pour le fingering puis le cerise de Emilia Philomène parce que j'aime Salem. J'aime Salem. C'est tout, c'est juste la raison. Puis aussi, mon chum voulait pas avoir quelque chose de bien. Il voulait pas avoir quelque chose de flash, quelque chose de plus sobre. J'aurais pu la faire noire aussi s'il y avait eu du noir, mais je l'avais acheté chez la maison de tricoter quand je suis allée, donc j'ai pris la couleur la plus foncée qu'il y avait. Donc j'ai pris la bouteille à la mer pour le fingering, qui est dans sa base Adelina. Donc est-ce que j'ai... Ah, attendez, je vais aller chercher mes étiquettes. Je les ai. C'est parce que je les avais bobinés hier. Donc, j'ai choisi dans la base Adelina, bouteille à la mer, ce qui est un 70% Mérino, 20% Yak, puis un 10% NEP. Donc, une magnifique base. Vous la connaissez tous, j'imagine. Je prends en considération que vous la connaissez tous parce que je vois tellement de projets avec Céline, mais c'est super, là. Je veux dire, c'est un beau produit. Puis c'est des belles couleurs. J'ai avec ça pris le Suri Clémence, donc j'ai acheté une balle de Adelina puis une balle de Clémence, qui est dans le fond son Suri. La couleur Tangram que j'ai pris, 74% de bébé Suri et de Suri alpaga, puis 26% de soie. Donc c'est sûr que c'est immensément doux. Comme je viens de dire, j'ai dit à mon chum avant de commencer mon podcast, j'ai dit ta tuque à toi elle va être moins moins slouchy que la mienne, elle va plus se tenir parce que je me souviens plus ce que j'avais pris, mais c'était de bleu poussière dans sa base Iris. Je me souviens plus c'est quoi la composition, mais c'est pas la même composition. Puis j'imagine que celle-là, ce qui vient faire ça, c'est peut-être le yak à l'intérieur de. Ah, le yak à l'intérieur de Salem. Puis le nep. Donc c'est pour ça, c'est une base différente. Donc. Mais ça va être super beau. Je pense que je vais mettre un petit lien, là, si je suis capable de faire ça, vers l'épisode où j'en ai parlé. Mais c'est la tuque, là, avec des V sur le côté, qui se fait... Quand je vous disais que vous deviez avoir plein de petits marqueurs de maille tout le long pour vous repérer, ben ça ressemble à ça. Donc, c'est vraiment hyper simple là, à faire. Là. J'avoue que j'en ai fait un peu tantôt pendant mon cours. Mais c'est juste parce que c'était le premier cours de présentation. Puis c'est ça. Donc c'est ça, fait qu'un beau petit projet. Puis peut-être que je pourrais prendre des photos avec la mienne puis la sienne. On sait pas. On verra. Donc c'est ça. Donc c'est ça pour mes projets. Donc projet fini puis en cours, j'ai juste ça. Ben juste ça, je dis juste ça. La fille, elle a genre 4 5 paires de chaussettes, 3 tucs, puis un chandail de fait en 4 semaines. Ben, à part peut-être les Midnight qui étaient déjà finis. Puis j'avais un bas de déjà fini. Donc, c'est ça. Donc, j'ai fini la partie projet en cours et projet terminé. On va maintenant passer à la partie achat. Donc, j'ai fait quelques achats. Ben, en fait, non, c'est plutôt la continuité de mes achats impulsifs du mois passé et que je voulais pas vous présenter one shot. Donc, on continue avec ça. Me semble que je l'avais pas présenté. En tout cas, je suis pas mal sûre que je l'avais pas présenté. Mais il y avait la laine de Jolene Yarn que j'avais achetée lors de l'événement que j'ai été le mois passé. Une magnifique laine, je suis tombée en amour avec la couleur. C'est comme. Mais ouais. C'est dans sa base Bella, qui a un 75% mérino, 15% cachemire et un 10% soie. Et c'est la couleur caramel brûlé. C'est quand même drôle. Donc, mais on voit quand même une variation. C'est pas le même caramel, en tout cas. Mais, donc, c'est ça, fait que j'ai acheté 3 écheveaux.
Et avec ça, j'ai l'intention de faire, je me l'ai noté, de faire le Vertical Stripe de petite knit avec cette laine-là. Donc, je mettrai une photo du... Désolée, j'ai des voisins qui veulent détruire mes escaliers, ça a l'air. En tout cas, ça, c'est drôle. Mais c'est ça, fait que je vais faire le Vertical Stripe de petite knit, qui est un chandail, là, dans le fond, hyper simple, là, avec des bandes de côte. Je pense que c'est 3 ou 4 bandes de côte tout le long. Un petit col... Je me souviens plus. Je mettrai une photo. Mais quand je l'ai vu, je suis tombée. Ça fait longtemps en fait que je veux le faire. Mais là, quand j'ai vu la laine, je savais pas trop ce que j'allais faire avec. Ce que j'allais faire avec. Puis là, je me suis dit, ah, ça serait beau avec ce projet-là. Tu sais, je sais pas, je suis dans le trip de brun ces temps-ci. C'était parce qu'on est l'automne. Ben, qu'on s'en va vers l'automne. Donc, j'ai la yarn. Super belle laine. J'ai vraiment adoré. Donc, je tombe en amour. Donc, c'est ça. J'ai aussi acheté il y a, pendant que je faisais mon test avec ma collaboration avec Beaufib, je lui ai acheté un surri, dans le fond. C'est dans sa... je me souviens plus, il n'y a pas le nom de sa base écrit. En tout cas, c'est du surri. C'est la couleur Willem. C'est du 74% surri puis du 26% soie. Donc, c'est vraiment, vraiment doux. Peut-être que je vais me faire peut-être un petit foulard ou... on verra. Ça, c'est le genre d'achat qu'on ne fait pas. Qu'on ne sait pas ce qu'on va faire avec, mais je l'aimais tellement. Peut-être que je vais m'en racheter puis que je vais faire quelque chose un peu plus gros. On verra, voir qu'est-ce qui me vient en tête. On sait pas. J'ai aussi... Oups, excusez-moi. Plus récemment, j'ai acheté... ça, c'est une anecdote. C'est vraiment drôle. J'ai acheté la laine de Léa Flora. C'est la couleur, en fait, je l'ai pas, je vais l'écrire, il n'est pas noté dessus, en fait. Mais c'est dans sa base Léa Chaussette. Je crois que c'est nuit bleutée, quelque chose dans le genre. Je vais regarder juste pour être sûre. Mais c'est ça. Fait que j'ai acheté ça, mais j'ai acheté ça dans un moment un peu... un moment où, vous savez, là, des fois, ça arrive, là, vous avez bu, vous parlez avec des amis, puis d'un coup, vous avez peut-être un petit peu trop bu, puis là, ben, vous allez sur Internet, puis ça finit que vous avez de la laine à chat. C'est exactement ça. Mais je l'aime vraiment, puisque le lendemain, je pensais que j'avais rêvé, puis que j'avais pas acheté la laine. Mais j'ai vu que j'avais une notification de Shopify, puis j'étais comme, ah, ok, ben, my god, une chance que j'en ai juste acheté une, puis j'ai pas acheté pour 1000$ partout, mais ça serait jamais arrivé, ça. Mais en tout cas, donc c'est ça, fait que je trouvais ça bien drôle. C'était une petite anecdote de l'achat de ma laine. Et ça va être pour faire des bas, dans le fond. Je suis tombée vraiment en amour avec la couleur. En fait, je l'avais peut-être juste pas remarqué à son shop-up, ben, quelques jours après son shop update. Mais je l'aimais vraiment, donc je l'ai acheté pour me faire des bas. Peut-être un design, on sait pas, on verra. Peut-être pas que je vais peut-être pas la tricoter maintenant, mais quand je vais avoir un design puis que je vais imaginer la couleur là-dedans, ça va être comme bon, c'est celui-là puis c'est tout. Donc c'est ça, fait qu'encore une fois, de la laine de chez Léa Flora, personnellement, je suis jamais déçue. J'ai aussi acheté entre deux cours la semaine passée, je me suis rendue à la maison tricotée, en fait, mon magasin préféré, on peut dire. Je sais pas, j'aime l'ambiance, j'aime le fait qu'il y a extrêmement beaucoup de choix aussi. Donc, je sais pas, je suis allée là pendant ma pause entre mes deux cours. Et j'ai acheté de la Emilia Philomène dans sa base Adelina. J'en ai acheté 2 de chaque. C'est la couleur Brooklyn. Brooklyn, j'ai acheté 2 écheveaux. J'ai déjà dit la base là tantôt, donc je vais peut-être pas m'éterniser là-dessus. Mais ça va être pour faire mon
je sais pas encore lequel je vais faire avec. Je vais commencer par les présenter, puis après ça, je vais vous dire les deux idées que j'ai. Donc, puis le deuxième que j'ai acheté, deux écheveaux aussi, Ash Lilac, c'est le nom de la couleur. Et j'ai l'intention de j'aimerais me faire deux tricots à manches courtes. Donc, j'ai pensé à faire ça fait un bout, celui-là c'est sûr que je le fais, mais je sais pas encore dans quelle couleur. C'est le Cloudberry Tea de Fiber Tales avec les petites marguerites là sur le côté. Oh, il est insane. Je pense que j'ai tendance à vouloir le faire avec mon Brooklyn. Je trouve que ça fait terre, ça fait. Tu sais, c'est terreux, je sais pas comment dire. Fait que peut-être je vais le faire avec celle-là. Puis, il y a aussi. Non, c'est pas vrai, j'en ai mis juste deux. Ben, je vais me trouver un autre chandail. J'en ai plein dans mon Ravelry. Il faut juste que je regarde encore. Mais c'est sûr que le prochain, peut-être que je vais castonner, ça va être le Cloudberry Tea. Ça, ou le Vertical Stripe de Petite Knit. Mais il y a le Colette Tea aussi que j'aimais bien, mais je pense que j'ai pas été capable de trouver le patron. Mais c'est ça, donc je vais voir. Mais c'est sûr que ça va être pour des chandails à manches courtes. J'ai seulement acheté deux écheveaux, donc c'est ça. J'ai aussi, tant qu'à parler de prochains projets, il y a le Boston Cardigan de Ekaterina Vorobeva, qui est un petit cardigan simple avec un point texturé, des petits boutons, puis super léger. Je me souviens plus dans quelle grosseur de fil elle le fait, mais je le trouve vraiment, je sais pas pourquoi je me souviens. Je le trouve vraiment, vraiment magnifique, puis en fait, j'ai fait des cardigans pour d'autres personnes il y a quelques années, mais je me suis jamais tricoté à moi-même un cardigan, tout le temps pour les autres. Donc, j'avais fait ça avec la laine biscotte il y a peut-être 2 ans. J'en ai fait 2, 3 pour des gens. Donc là, je sais pas, j'ai envie d'un petit cardigan. Ça serait beau. Ça serait beau. Donc, c'est tout pour la présentation des laines que j'avais, que je voulais vous présenter parce que, comme j'ai dit, j'étire le temps. J'étire. Juste pour pouvoir vous partager un peu des coloris parce que pas mal les teinturières, vous les connaissez déjà. C'est peut-être plus les idées aussi qui viennent avec. Est-ce qu'on va faire quelque chose avec ou pas? Mais je trouve ça intéressant. Moi, j'aime bien cette partie dans les podcasts parce que des fois, souvent, ça me fait découvrir d'autres teinturiers. Donc, c'est pour ça. J'ai aussi... En fait, ça faisait un moment quand j'ai vu le podcast 2 mailles à l'envers. Elle parlait justement de marqueurs chez Amazon, puis ça m'a fait rappeler que je voulais m'en acheter sur Amazon ou whatever. Mais là, j'ai acheté ça ici, un petit kit ben simple, avec tout plein de petits marqueurs qui s'ouvrent et qui se referment, donc des removable. Il y a plein de couleurs, sont super beaux, c'était vraiment pas cher là. Sur Amazon, c'est quoi, une quinzaine de piastres, je pense. Quand vous avez Amazon Prime, vous ne payez pas le shipping. Mais c'est ça, tout simplement. Je voulais en avoir plein parce que quand j'ai fait la tuque la première fois de bois de Coulonges, j'avais beaucoup de marqueurs, mais pas nécessairement tous de la même couleur. Fait que là, j'étais comme OK. Puis, tu sais, c'était quand même c'est très important dans le patron de mettre les couleurs pareilles de vos marqueurs, dépendamment du côté de la tuque. Et j'étais comme ben là, tu sais, fait que j'ai été borderline. J'avais mis un côté dépareillé, puis un autre côté pareil. Fait que là, j'étais comme OK. Mais là, vu que je savais que j'en allais faire une autre, puis que ce serait sûrement pas mon dernier projet avec autant de marqueurs, ben je me suis dit, bon, ben pourquoi pas en acheter des tout petits. Le design m'importait peu, donc l'idée c'est que ça soit pratique. Donc j'ai acheté ça. Et aussi, il n'y a pas longtemps, comme une semaine littéralement, je crois, il y a Jésabelle qui a fait qui a fait un shop update sur sa boutique Etsy avec pour des petits sacs et des petits étuis. Donc, moi, j'ai pas pu... Je sais que beaucoup de gens, eux autres, convoitaient le kit du petit sac, une balle avec la laine autorayante faite par les arts textiles du Témiscouata, si je me trompe pas. Mais moi, je voulais avoir un grand sac
J'avais déjà mon petit sac, j'étais pas intéressée d'en avoir un autre. Puis je trouvais que pour rentrer deux, même j'ai rentré 3 balles dedans, puis ça allait super bien. Donc j'avais besoin d'un plus gros sac. Je me suis dit, ah ben écoute, sont super beaux. Puis fait que c'est ça, fait que j'ai pris un nouveau modèle. Et aussi une petite pochette. J'aurais voulu avoir la plus petite, mais je crois qu'il n'y en avait plus. Mais finalement, la grande, c'est bien en masse. Là, j'ai pas mis grand-chose dedans. Là. Il y a comme une facture en plus dedans. Pourquoi j'ai laissé une facture là-dedans? Ah, c'est ma facture de la maison à tricoter. Mais ouais, fait que j'ai mis à l'intérieur, bon, une tête à mesurer, une aiguille à torsade, un petit truc de gauche, là, comme ça. De chez Pure Laine, avec mes petits ciseaux, mon kit, mais ma petite éprouvette à aiguille. Donc, vraiment juste des petites notions bien simples. Mais c'est vraiment, vraiment pratique. Je les laisse comme ça sur mon bureau, ouvert ou fermé. Ça prend pas de place, c'est sur le haut. Fait. Je trouve ça vraiment pratique. Puis, encore une fois, c'est des super beaux produits. La qualité puis l'amour qu'il y a là-dedans, là, je veux dire, ils sont vraiment beaux, c'est ça que je capote. En plus, moi, au départ, j'avais vraiment, quand je voyais ces sacs-là, ce genre de sacs-là, j'étais comme, oh, c'est-tu vraiment pratique, tu sais? Finalement, c'est pratique. Je vous le confirme. Donc, je vais juste mettre mes trucs là. Écoutez, c'est tout pour la partie pas mal laineuse, physique, on peut dire. Maintenant, j'ai envie de vous parler de la petite réflexion que j'avais la semaine passée. En fait, c'est que ça fait plusieurs fois que je voyais des posts, surtout sur des groupes Facebook, par rapport à des gens qui cherchaient, par exemple, une façon d'économiser pour la laine, ce qui est tout à fait normal. Et mais souvent, il y avait un jugement, en fait, beaucoup de fois, à chaque fois que j'ai vu ce genre de post, il y avait tout le temps du jugement envers ceux et celles qui proposaient. Là, mon chien est décidé que c'était le moment de venir me voir. Assis, assis. Donc, c'est ça. Il y avait tout le temps un genre de malaise des gens qui j'avais l'impression que le jugement était facile par rapport à ceux et celles qui tricotaient avec de la laine commerciale. Puis je me suis posé la question, mais pourquoi? Je veux dire, pourquoi ça réveille autant d'émotions que des gens achètent commercial et achètent des laines qui ne sont pas teintes à la main, qui ne sont pas de la fibre animale. Fait que je me suis posé cette question-là. En fait, je me suis plutôt mise à réfléchir là-dessus, puis je voulais partager, puis vous êtes plusieurs quand même à m'avoir écrit. J'ai été surprise, mais en même temps pas surprise non plus. Plusieurs d'entre vous m'ont parlé en fait de la variable en fait économique qui est totalement une variable valide dans le sens que ce qui guide les activités des gens puis ce qu'ils vont acheter ou pas, même quand c'est par rapport à la nourriture ou juste dans la qualité des choses qu'on achète en général, ça dépend de notre budget, ça c'est sûr. Donc pour plusieurs, c'est une alternative pour pouvoir continuer à tricoter puis à faire, à pratiquer leur passion sans nécessairement se ruiner, ce qui est tout à fait exactement ce que moi j'ai décidé de faire en me mettant à teindre ma laine. Donc en achetant de la base vierge déjà, pas teinte en fait. Mais c'est sûr qu'à l'intérieur de moi, j'aime mieux acheter déjà de la laine qui est teinte dans le sens que je trouve que j'ai pas encore je me trouve pas encore assez bonne pour faire pour faire des aussi beaux coloris, puis j'aime encourager les autres. Puis c'est pas mal ça aussi qui revenait, c'était la question de l'argent, ça c'est sûr. La question aussi que beaucoup veulent, parce que j'ai aussi demandé aux gens, qu'est-ce qui fait que vous tricotez avec de la laine commerciale ou avec de la laine teinte à la main. Puis plusieurs ont mentionné l'importance pour eux d'encourager local, d'encourager à 100% local. Puis j'ai eu des bonnes discussions avec des gens, puis il y a beaucoup de gens qui m'ont répondu aussi,
ben de toute façon, tu sais, oui, moi j'aime tricoter avec la laine des teinturiers, mais c'est pas parce que c'est une raison nécessairement pour encourager 100% local. Parce que oui, la base, souvent, elle est... là, ma caméra a bougé. La base, elle est importée. Donc, la teinture est faite ici, ce qui est tout à fait magnifique. Mais je sais pas, on a relevé le point aussi que des fois c'est difficile de savoir exactement d'où vient la base. Parce que c'est pas, en fait, la plupart du temps, moi-même je l'ai remarqué, c'est pas écrit d'où provient la base. Donc c'est difficile d'acheter 100% local ou de savoir exactement d'où ton produit vient. Ça c'est sûr. Il y avait aussi une personne qui m'a avoué qu'elle achète de la laine commerciale et de la laine de teinturière, mais qu'elle n'ose pas publier ses projets faits avec de la laine commerciale par peur de se faire juger, justement. Puis je trouvais ça, quand que j'ai lu ça, je me disais, mais voyons, comme on est censé être là pour apprécier le travail des gens. Rendu là, ce que tu tricotes avec, si t'es bien avec ça, c'est ça l'important, tu sais. Moi, c'est le point de vue que j'ai, mais je le sais que c'est pas tout le monde qui pense comme ça. Et c'est pas tout le monde qui pense comme ça. Et on a chacun nos opinions rendues là. Mais je trouvais ça vraiment désolant de voir que peut-être qu'il y en a plus, il y a plus de gens qu'on pense qui s'empêchent de partager leur magnifique travail parce ils savent qu'ils vont se faire demander quelle laine as-tu utilisé? Puis ils ont peut-être peur de répondre Berna ou Paton ou ci ou ça, tu sais. Ça peut être... Moi, personnellement, je l'ai fait pendant longtemps, là, tricoter avec de la laine la laine commerciale. J'ai jamais eu de problème à le publier, mais en même temps, il faut comprendre que moi, avant de vraiment me concentrer sur mes projets à moi, la communauté dans laquelle j'étais était une communauté d'artisans, une communauté de, de petites entreprises, de petites start-up. Fait que les gens qui s'abonnaient à moi, c'était des gens qui étaient des clients souvent. Donc, qui n'ont pas la même connaissance que de la communauté dans laquelle je suis en ce moment. Donc, c'est sûr que c'est pas la même chose, mais beaucoup ont aussi dit que pour eux, j'ai eu quelques réponses dans le genre qui préféraient, que pour eux, c'est important d'investir dans leur tricot parce qu'ils mettent beaucoup de temps. Donc, ils veulent avoir quelque chose qui va durer, qui va être beau, puis qu'ils vont être fiers de porter. Puis rendu là, c'est une question de goût aussi. Personnellement, moi, je me réfère à ce que j'ai vécu moi-même, vu que je connais pas la vie des gens, de tout le monde. Mais je sais que quand je tricotais plusieurs sortes de laine commerciale, en fait, j'ai développé beaucoup de problèmes de peau au niveau des mains à cause de ça, à force de toucher à plein de fibres chimiques à chaque jour pendant des heures, dépendamment du genre, du style de peau, du type de peau qu'on a, ça peut avoir un impact. Plusieurs m'ont répondu ça au niveau médical et tout. C'est possible, c'est très, très, très plausible parce que je l'ai vécu moi-même. Donc, est-ce que je m'empêche de tricoter avec de la laine commerciale? Pas nécessairement, mais c'est sûr que j'ai moi-même, ça va dépendre du projet, tout simplement. Mais j'ai des discussions qui en ont découlé avec ça. Il y a beaucoup de gens aussi qui m'ont remercié d'avoir soulevé le point parce que plusieurs ont eu l'idée d'en parler, mais ne savaient pas trop comment l'aborder ou avaient peur peut-être de se faire rejeter de la communauté aussi. Parce que parfois sur Internet, c'est facile. En fait, pas parfois, c'est tout le temps facile d'être derrière un écran puis de commencer à juger, mais on connaît pas la vie des gens, on connaît pas ce qui se passe au niveau monétaire et tout. Moi, j'ai pour mon dire que tu devrais pas t'empêcher de faire quelque chose que t'aimes parce que t'as pas les moyens. Mais si tu peux trouver une alternative, puis vivre avec ça, puis être heureux avec ça, ben pourquoi pas? C'est comme ça que moi je le vois. Fait en général, les gens ont vraiment, je pense,
ont vraiment comme été super honnêtes dans leur discussion avec moi, puis j'ai vraiment, vraiment aimé discuter avec vous. J'ai aimé la franchise, l'honnêteté dans tout ça. Et même qu'il y a des discussions que ça a été vraiment plus loin où on est rentré dans... Tu sais, il y a des gens qui disent... Il y a le contraire aussi. Il y a des gens qui disent « Ah, moi, je préfère tricoter la laine acrylique parce que je ne veux pas... je suis vegan ou végétarienne, je ne veux pas utiliser de fibres animales. » Puis souvent, il y a des gens qui sont plus... ils ont plus un côté écologique aussi, trouvent que c'est une meilleure option. Malheureusement, non. Malheureusement, non, parce que de l'acrylique, c'est... Tout ce qui est synthétique, en fait, est très polluant. C'est très polluant à faire. Donc, j'ai parlé avec une personne, j'ai parlé avec une personne, puis elle-même, elle est végétarienne, puis elle s'est rendue compte que elle est végétarienne, puis je crois aussi qu'elle a peut-être un côté écologiste aussi, mais elle s'est rendue compte que finalement, elle était peut-être mieux d'acheter de la laine animale. Elle sait que, ben, de magasiner sa laine en fonction, on appelle ça de la laine éthique, en fonction que l'animal soit pas dans une production intensive aussi. Euh, Puis elle s'est rendue compte que c'était vraiment mieux pour l'environnement d'un certain point de vue, ça c'est sûr. Mais comme, tu sais, c'est comme, il faut faire il faut faire ses recherches, c'est sûr. Mais je trouvais ça vraiment intéressant parce que toutes les personnes à qui j'ai parlé, puis ça m'a fait dire en fait que je suis pas folle puis que je crée pas un problème, c'est que ont vu passer soit des gens qui se sont sentis peut-être euh, jugés dans leur choix de laine. Puis je pense pas que, on va se le dire, là, acheter de la laine de chez les teinturiers ou teinturières, c'est dispendieux. C'est sûr, c'est dispendieux. Euh, Personnellement, quand j'essaie d'acheter chez une teinturière, ça me coûte au moins, c'est au moins entre 105 et 120 dollars pour 3 écheveaux, dépendamment. Là. Donc, c'est quand même. Puis, considérant il y a des gens, des fois, qui tricotent vite, ils ont juste envie de comme, recommencer quelque chose d'autre. Mais c'est ça. Donc, je voulais un peu soulever le point parce que je trouve ça important. Puis on est tellement une belle communauté de tricot au Québec et que je trouve ça tellement comme beau, tout le monde qui partage leurs projets, se donne des conseils, tout le monde se connaît, savent c'est qui quand tu parles de qui. Je trouve ça super convivial puis super amical. Donc c'est sûr que quand que je vois des posts où comme ben, les gens finissent, ben c'est là que je me rends compte aussi bon ben que même dans une communauté aussi proche, ben le jugement n'est pas très loin non plus, tu sais. Mais en même temps, ça a fait du bien, je pense, à tout le monde de pouvoir en parler. Puis c'est sûr et certain que il y aurait tellement d'autres choses à dire avec ça, mais j'étais contente de voir là, que les gens ont quand même participé, ont embarqué dans ma question que je me posais. Puis, fait que les points vraiment les plus importants que je pourrais soulever, c'est vraiment par rapport à la question monétaire, par rapport à la qualité des produits. Euh, Par rapport aussi, on peut aussi parler de la disponibilité du produit. Ça se peut que toi, tu as envie de tricoter quelque chose maintenant, mais que si tu veux le commander chez une teinturière, ça se peut que soit que la boutique est vide parce que le processus est plus long pour vendre des laines qui sont teintes à la main. Ça se peut qu'il n'y en ait pas assez pour que tu achètes pour une quantité chandail, quoi que ce soit, et que tu décides de te tourner vers une fibre animale, mais qui est commerciale. Ça aussi, souvent, ça se peut, puis c'est souvent peut-être pour ça aussi qu'il y a des gens qui vont faire hybride euh, dans leur tricot, dans leur choix de laine. Et c'est super correct aussi, parce qu'il y a des très bonnes marques de laine commerciale là, qui sont belles. On pense à Kid Silk ou à des trucs comme la Mana aussi qui sont ou même à toutes les Wool in the Gang et
ça finit que c'est quand même... Wes! Mon chien se gratte, c'est intense. We Are Knitters. Je sais que, je crois, si je me souviens bien, c'est teint à la main, mais ça reste que c'est comme ça dans le sens que c'est très popularisé, c'est plus underground, donc c'est ça. Donc, je pense que on a fait le tour vraiment du sujet et j'ai encore une fois, je vous envoie un gros merci. Ça m'a permis moi-même de réfléchir là-dessus, moi-même de réfléchir sur comment peuvent se sentir les gens. J'ai eu une tranche de vie pour un de mes tests, une personne qui, parce que mon test se faisait avec de la laine vraiment dispendieuse, ben cette personne-là m'a demandé si ça dérangeait que elle tricotait avec de la laine qu'elle avait achetée chez Walmart parce que c'est ça qu'il y avait à côté de chez elle. Donc quand on parle de disponibilité, c'est ça aussi. C'est pas tout le monde qui se sent à l'aise de commander en ligne puis de pas voir ce qu'ils achètent avant. Donc moi tout de suite, non, ça me dérange pas, même que c'est super. Moi, plus les gens essaient avec différents types de laine, on peut voir après ça comment ça fit puis tout ça. Donc moi, j'ai aucun problème avec ça, mais j'ai senti un peu, peut-être un petit peu, c'est peut-être moi qui a ressenti ça, mais j'ai senti comme si elle se sentait obligée de me dire que elle allait le faire avec la laine de chez Walmart. Mais en aucun moment, quelqu'un veut tester un de mes patrons, que ce soit avec de l'acrylique 100% full rêche, de la rustique canadienne ou du cachemire. Jamais, jamais, jamais ça va me perturber dans ma vie. Rendu là, c'est vous qui allez les porter, c'est vous qui allez travailler avec ça, c'est à vous que ça doit plaire et non pas aux autres. Donc, c'est ça pour ça. Il y a aussi le fait aussi que il y a des gens parfois qui désirent avoir des conseils. Puis je pense que quand on est une personne qui a commencé à tricoter avec de la laine commerciale, ce qui est souvent le cas, parce qu'on n'a pas envie nécessairement, tu sais, j'avais une personne qui m'avait dit ça, moi, ben, ça fait pas longtemps, ou ça fait pas longtemps que je tricote, j'observe encore, je fais des tests au niveau de ce que j'aime et j'aime pas, donc j'ai pas envie nécessairement maintenant d'investir autant parce que je me sens pas encore assez bonne pour pouvoir faire un projet qui va être à la hauteur de ce que j'ai acheté. Ce qui est tout à fait comprenable aussi. Donc, c'est ça. Fait que c'est pas mal ça les réponses que j'ai eues. Il y a beaucoup de réponses qui se ressemblaient. C'est pour ça que j'ai décidé de comme mixer un peu le tout, mais c'était vraiment insane. Donc, juste un gros merci. Je sais pas, peut-être que je vais faire ça plus souvent, une fois de temps en temps, de me poser des questions de même, puis de partager, de vouloir avoir votre opinion. C'était un peu mon volet. C'était comme la sociologue en moi là, qui avait envie, qui se posait des questions parce que moi, à chaque fois que je parle, ça réveille des émotions. C'est parce que je parle du nationalisme québécois. Donc, à chaque fois, c'est ça. J'ai étudié, j'ai fait beaucoup de cours sur le nationalisme québécois. Donc, c'est quelque chose qui me rejoint beaucoup. Fait qu'à chaque fois, quand on parle d'émotion et de révélation, mais pas révélation, mais comme plus du réveil des émotions, puis à quel point ça touche les émotions. À chaque fois, je pense à ça. Puis c'est un peu ça que je ressentais, mais envers les laines, ceux et celles qui achètent des laines teinturières uniquement, puis ceux et celles qui achètent des laines d'acrylique ou des laines commerciales. Donc, c'est ça. Donc, merci d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. J'espère que ça vous aura plu. Et on se revoit pour un prochain épisode de Tricot Nomade. Bye!